La Covid a-t-elle modifié les pratiques des différents acteurs de la profession? Quelles conséquences? Quels défis? Je vous laisse avec Didier Duquet. Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour ces défis du patrimoine 2020-2021 avec un sujet d'actualité qui est bien entendu la crise sanitaire et la Covid. Et nous allons, pendant cette table ronde, tenter de voir quels ont été les impacts et quels sont les défis qui s'ouvrent avec cette crise sanitaire. Et pour cela, nous avons autour de la table tous les intervenants de notre écosystème. Les CGP, représentés par Stéphane Fantuz, président de la CNCEF, les sociétés de gestion avec Éric Pinon, président de l'AFG, Cardiff BNP Paribas avec Pascal Perrier, qui est directeur des réseaux CGP courtier et e-business, et enfin Christophe Viennot de Vaublanc, qui est directeur général de Swiss Life, assureur gestion privée. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir comment s'est déroulée cette année 2020 avec chacun d'entre vous. Et quels ont été les impacts de la Covid? Comment vous, votre organisation, vos membres, vos salariés ont vécu cette année? Peut-être en nous donnant déjà des précisions sur les grandes tendances de chiffres sur 2020. Peut-être Éric, pour commencer? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, on sort d'une année 2020 qui, si on l'avait anticipée en mars dernier, n'aurait probablement pas été celle que nous voyons aujourd'hui en janvier 2021. Le point le plus important déjà, et ça a été dit par l'autorité des marchés financiers très récemment, puisque le président Robert Ophèle en a fait un de ses thèmes de ses vœux sur Internet, que vous pouvez regarder. Nous avons tous réussi à faire ce qu'on appelle dans notre jargon technique la mise en place de ce PCA, donc ce plan de continuité d'activité. Donc nous sommes heureux, et je suis heureux en tant que président des sociétés de gestion françaises, de dire que nous avons maintenu la prestation, nous avons maintenu la relation. J'espère que nous avons maintenu la relation auprès de nos amis distributeurs CGP, et en particulier, bien sûr, les membres d'Actualis, puisque nous sommes réunis grâce à Henri Masdeval ici pour ça. Je pense qu'on a eu une année 2020 que aucun d'entre nous n'aurait jamais imaginé dans ces proportions-là. Alors après, on peut discuter, on en discutera sûrement pour 2021, est-ce que le comportement boursier, est-ce que les moins 6% de la bourse CAC 40, c'est bien, c'est pas bien, ça reflète la vraie situation économique du pays ou du monde? Je vous laisserai le soin, d'avoir votre avis, et j'y reviendrai sur 2021 tout à l'heure, dans une troisième ou quatrième partie. Pour autant, et je termine sur cette première partie, je pense qu'il était essentiel pour nous de voir que nous étions, par des raisons techniques et grâce à l'autorité des marchés financiers qui nous régule, en parallèle de la CPR qui régule certains d'entre vous ou d'entre nous, nous avons pu maintenir notre prestation. Et je crois que ça, c'est essentiel, parce que même si le contact est devenu visio, même si le contact est devenu en call, même si, comme on dit, le présentiel n'existe plus, eh bien, nous avons su, et l'ensemble de mes membres en sont plutôt satisfaits, nous avons su continuer. Alors, Didier pose la question concernant les chiffres. Les chiffres boursiers, vous les connaissez. La bourse américaine a par ailleurs, elle, très très bien réagi, y compris sur des zones comme le Nasdaq, c'est-à-dire tout ce qui est le monde technologique, bien entendu. On a tous acheté des ordinateurs, on a tous rééquipé nos maisons. Pour autant, on n'a pas 100% de l'économie mondiale qui est reflétée par les cours boursiers. Et donc, attention quand même à ne pas rêver d'un monde parfait, alors que, si on ne regarde que les cours boursiers, alors que la situation a été difficile. Enfin, pour terminer, je pense qu'il est essentiel de dire que la régulation nous a permis quand même de montrer que nous étions des acteurs performants, même en période de crise. C'était difficile, ça a été compliqué pour les équipes. Le télétravail a été quasiment imposé à tout le monde. Mais nous avons, et j'espère, et j'ose espérer, mais je laisserai peut-être le soin à Stéphane d'en parler, que vous avez pu et que vous avez su utiliser tous les moyens modernes qui ont été mis à la disposition par mes membres et par l'ensemble du monde de la société des sociétés de gestion au profit de vos contacts et de nos contacts, comme si, j'allais dire, le monde était normal. Or, nous savons tous qu'il ne l'est plus, et j'ai peur qu'il ne le soit pas demain matin de la même façon. Nous y reviendrons quand on abordera 2021. Stéphane, comment les CGP ont vécu cette année particulière ? Bonjour à tous, et effectivement, je vais dans le prolongement de ce que vient de dire Éric. C'est vrai que nos CGP
ont su s'adapter de façon magique, magnifique et être présents sur le terrain. Je pense qu'au moment de la crise, au mois de mars, quand effectivement le confinement est arrivé, quand la chute des marchés, pour ne pas dire la dégringolade, s'est fait jour, je crois que les CGP ont su être présents à côté de leurs clients pour leur expliquer, pour faire œuvre de pédagogie, pour continuer, je dirais, à donner les informations qui étaient nécessaires pour éviter les éléments de panique que certains auraient pu avoir et pour expliquer effectivement que voilà, il y avait un momentum difficile, mais à partir du moment où il n'y avait pas d'urgence financière pour les clients, il était bon d'attendre. Je pense que les CGP ont réussi également à s'adapter parce que l'adaptation elle est multiple. Il y a l'adaptation liée à leur cabinet et sur ce point-là, je dirais notre chambre professionnelle les a informés, alimentés tout au long de cette période pour leur faire part des dispositifs qui étaient mis en place par Bruno Le Maire. Et ils ont été nombreux, importants, et heureusement que nous les avons eus. Et également, ils ont su s'adapter avec toutes les techniques que nous utilisons pour les visioconférences. Je pense qu'il y a quelques mois encore, Zoom n'était pas très connu. Quand on voit les performances qu'ils ont fait en bourse et quand je vois les levées de fonds qu'ils veulent faire de quelques milliards, 1,5 milliard si j'ai bien entendu, on voit qu'effectivement, c'est complètement devenu partie prenante. C'est un outil complètement intégré, tant de la part, bien sûr, des CGP, que des clients, et des clients de tout âge, parce qu'effectivement, on peut se dire que les jeunes, c'est facile pour eux de se dire on fait une conférence en Zoom, mais on voit effectivement aussi des clients plus âgés, des personnes plus loin que la retraite, si je puis dire, qui s'y ont mis également, voulant continuer à avoir des informations d'un côté, voulant se protéger également sur le plan sanitaire, et qui donc se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient assez simples et qui ont permis de garder le contact. Donc je pense que c'est sans doute la plus belle démonstration du lien entre le CGP et le client qui a été démontré dans cette période-là par les CGP, c'est-à-dire continuer, alors qu'on les privait de ce contact habituel, continuer à délivrer de l'information, continuer à délivrer du conseil, continuer à faire œuvre de pédagogie dans cette situation un petit peu particulière avec tous les outils qui sont à notre disposition. Voilà les conclusions de 2020. Merci Stéphane. Pascal et Christophe, vous qui représentez le monde de l'assurance, comment les assureurs, les organisations des compagnies d'assurance et les salariés ont vécu cette année particulière ? Écoute, moi ce qui m'a vraiment étonné, c'est la réactivité d'une grosse entreprise qu'on n'aurait jamais imaginé bouger avec l'agilité avec laquelle on a bougé. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, tu parlais de PCA tout à l'heure, Didier. Je pense que le PCA, il a tenu à peu près 2 heures, quoi. Enfin, en tout cas, le PCA tel qu'on l'avait imaginé, puisqu'on avait, comme la plupart des grosses entreprises, des sites de retrait. Et au final, en une journée, on a mis 4000 personnes en travail à distance. Alors que le site de retrait, il y avait peut-être 100 places. Donc le truc, déjà, dès le premier jour, a complètement explosé et ça ne tenait plus. Donc là, il y avait déjà un premier paradoxe, c'était effectivement comment on fait bouger une entreprise, comment on met 4000 personnes en télétravail du jour au lendemain. Ça c'était la première chose. Et puis, ce qui m'a aussi vraiment frappé, je me souviens d'une discussion qu'on avait avec la patronne de l'IT 2 ou 3 jours avant vraiment la mise en confinement, et on lui demandait d'ouvrir, parce que ce qui est le plus important pour nous vis-à-vis des CGP, c'est le service, c'est-à-dire que c'est le maintien des ops. Il faut que les ops fonctionnent quoi qu'il arrive, a fortiori dans des marchés qui dégringolent de 10, 15, peu importe %, dans la journée. Et donc on lui demandait, mais si on passe en télétravail, tous, est-ce qu'on peut ouvrir les ops en télétravail, ouvrir tous les gros systèmes. Le mercredi, c'était pas possible, et le lundi, c'était fait. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que, effectivement, je crois que collectivement, ce que disait Eric, ce que disait Stéphane, on a fait tous preuve d'une agilité qui me surprend encore. Puis ensuite, il y a, on en parlera peut-être plus tard, moi, ce qui m'a vraiment aussi frappé, finalement, c'est l'efficacité du digital. Je le dis très sincèrement, si on n'avait pas, comme aujourd'hui la plupart de mes confrères, eu cette capacité d'absorber les flux de manière totalement digitalisée,
hors papier, puisque le papier, il n'arrivait plus le papier, puisqu'il n'y a plus de poste, il n'y a plus personne sur place pour prendre le papier. On ne serait jamais arrivé à passer les ordres et à servir correctement les CGP. J'ai juste un chiffre en tête, mais je suis là, je ne l'oublierai pas. C'est sur les 15 premiers jours du confinement, on a passé l'équivalent de à peu près 2 mois d'une année normale. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, si on avait eu ça en papier, enfin, je crois qu'on serait encore en train de traiter les dernières opérations qui seraient sous la table. Voilà. Donc, ça, c'est le début. C'est le début du confinement. Et puis après, comme disait Stéphane, il y a eu, j'allais dire, l'acclimatation de tout un chacun dans les organisations, nous, vis-à-vis des CGP, en matière de vidéo. Et puis, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place, et puis il y a un paradoxe. Le nouveau qui s'est mis en place, c'est finalement tout ce qu'on a mis. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les conférences en digital, c'est les web-conférences qu'on a tous fait. Nous, on a mis en place les rendez-vous experts. Voilà. Donc, tous ces nouveaux, ces nouveaux formats de rencontres. Là où je dis c'est une nouveauté, c'est pas tant par l'outil, mais je pense sincèrement que ça va perdurer, parce que finalement on a adopté les outils, on a adopté les formats. Globalement, je crois que collectivement on trouve que c'est pas mal. Ça nous évite des fois de se déplacer. Ça permet finalement de faire plus de choses quand on y réfléchit bien. Et puis une fois qu'on a dit ça, le paradoxe pour moi, c'est que il a miroité le besoin d'humain. C'est-à-dire que oui, on a ces outils digitaux, oui, on peut faire plus de choses, mais ça a mis en exergue le fait qu'on fait un métier de relations humaines, on fait un métier d'homme, entre les assureurs et les CGP, entre vous et les clients, c'est la relation de confiance, c'est la relation humaine, c'est la connaissance qu'on a, et ça passe quand même pas uniquement que par le digital. Donc voilà, il en restera certainement quelque chose dans les pratiques, mais ça montre aussi que quand, j'espère, dans pas longtemps, on sera libéré, eh bien, on aura toujours gardé ce besoin d'humain. Donc voilà à peu près ce que j'en ai retiré dans un premier temps, au moment où les choses se sont passées. Aujourd'hui, l'entreprise fonctionne de manière, comme chez tout le monde, Pascal, de manière complètement Merci beaucoup. Est-ce que chez Swiss Life, vous l'avez vécu exactement de la même manière? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu différentes dans le vécu de cette crise? Je vais paraphraser un petit peu ce qu'a dit Pascal, mais j'ai envie de conclure presque en disant que le fameux adage « impossible n'est pas français » s'est vérifié sur plusieurs points pendant cette période totalement folle, où en effet, du jour au lendemain, on a mis chez Swiss Life aussi 4000 personnes en télétravail. On a mis personne d'ailleurs en chômage partiel. Justement, on a souhaité mobiliser les équipes, on a souhaité maintenir un niveau d'activité qui soit le plus optimal possible, en déployant, comme tu l'as dit, l'ensemble des moyens digitaux en un temps record. Véritablement, on remercie, on loue l'efficacité de toutes les équipes informatiques qui ont pu équiper ceux qui ne l'étaient pas en un temps record pour que l'activité perdure. En effet, on a ce qui était impossible auparavant, comme on parlait de webconférences, on parlait de roadshows un peu digitaux, ça a été mis en place, et justement ça touche une autre population que celle qu'on avait l'habitude de toucher. Donc ça, je veux dire, ça c'était formidable aussi, puisque nous qui étions plutôt dans des actions de fidélisation, puisque la conquête était un petit peu compliquée, et bien finalement, on a invité beaucoup de CGP à assister à toutes les manifestations digitales que l'on pouvait organiser, et on en a eu plus que prévu, et ça c'était vraiment une excellente surprise. Il y a une chose aussi, je dirais incroyable, c'est que les CGP, et bravo à vous, franchement, vous avez été d'une réactivité fantastique, surtout vis-à-vis de vos clients et vis-à-vis de cette crise qui finalement n'était pas financière. La crise financière, c'était une conséquence d'une autre crise qui était sanitaire. Donc beaucoup de clients ont compris que les problèmes n'étaient pas financiers, et il y a eu
extrêmement peu d'arbitrage. Généralement, c'est de l'euro de l'UC, vers l'euro, et on n'a pratiquement rien eu. Et ça, c'est fantastique. Et je pense aussi que grâce à tous les moyens de formation qu'on a pu mettre en place et toutes les informations qu'on a pu vous donner, notamment pendant ces webconférences, vous avez pu également retranscrire cela auprès de vos clients. Et franchement, bravo à vous, parce qu'on a eu, une activité qui était extraordinaire aussi en termes d'unité de compte. Donc voilà, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit, mais moi j'y adhère totalement. Mais c'est une période qui, mais je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard, qui nous aura beaucoup appris sur les best practices qu'il faudra faire perdurer dans l'avenir. Merci Christophe. Alors, vous avez tous dressé un panorama assez général et complet de l'exercice 2020. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer peut-être un peu dans le détail de ces modifications et savoir si pour vous, elles sont durables et si elles ne vont pas avoir d'autres conséquences. Et en premier lieu, je voudrais revenir sur l'aspect réglementaire. Ces PCA dont vous avez les uns et les autres parlé et qui se sont mis en œuvre avec un test en version réelle, pensez-vous qu'ils vont être durables et quels vont être leurs impacts en termes d'organisation, d'emploi, de nouvelles technologies, de signature électronique voilà. Qui veut démarrer? Christophe, peut-être, pour je continue. Changer l'ordre. Non, je continue. Moi, je parlerai pas de PCA. Je parlerai de changement dans la continuité. On a parlé de télétravail. Chez nous, il faut savoir que ça va perdurer. Puisque, d'ailleurs, on a discuté avec l'ensemble des représentations syndicales et le télétravail a prouvé son efficacité et on va le déployer de plus en plus chez Swiss Life. Cependant, et tu le disais tout à l'heure Pascal, nous faisons un métier de commercial. Et un métier de commercial, c'est un métier de contact. Et rien du tout ne remplacera le contact physique avec les clients, quels qu'ils soient. Et ça, il va falloir justement trouver l'amalgame entre, ce sont les best practices dont je parlais juste à l'instant, qu'il faudra continuer, les webconférences en font partie, mais le one-to-one, pardon de cet anglicisme, mais il faudra aussi qu'il continue, parce que rien ne remplacera le contact physique. Et la deuxième chose, tu en as parlé Didier, quand je disais impossible n'est pas français, on avait pas mal de réticences à mettre en place d'une manière, je dirais, industrielle, la signature électronique. Et il faut savoir que également en un temps record, on a mis ça en place chez Swiss Life, mais vraiment en quelques semaines. Tout d'un coup, la direction juridique, le compliance, qui trouvait, je dirais, des freins à pas mal de petits sujets. Voilà, nous ont trouvé des moyens de pouvoir développer cela. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas chez Swiss Life, la signature électronique, si on veut l'utiliser, on pourrait faire 100% de souscription en ligne chez nous aujourd'hui. Le papier n'a plus lieu d'être. Évidemment, il continue, mais il n'aurait plus lieu d'être. Donc voilà, c'est une période qui nous aura permis de faire pas mal d'avancées sur pas mal d'aspects réglementaires, dont la signature électronique. Pascal. Un peu comme chez Christophe, on a, il y a des choses qui vont cranter dans le changement. Effectivement, c'est toute la partie télétravail. Donc, je pense que nous on passera 2 jours à 2 jours de télétravail pour tout le monde. Donc, ça va entraîner des changements d'organisation. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, vraiment le cœur du réacteur dans une compagnie d'assurance. Et dans la relation avec les CGP, c'est les opérations. C'est toute la partie back-office, parce que sur la partie fonctionnelle, que ce soit marketing, juridique, conformité, ils peuvent, à la limite, entre guillemets, ils peuvent rester, 5 jours sur 5 en télétravail. Je trouve que c'est moins important. Là, on est face à un vrai défi d'organisation, c'est-à-dire sachant qu'on va être obligé pratiquement de mettre 2 jours en télétravail les opérateurs, c'est de voir comment on peut continuer à maintenir
encore une fois, je le redis, à maintenir la qualité de service au niveau où c'était avant, dans une organisation qui est complètement différente. Donc ça c'est un vrai défi qu'on a à relever. On y arrive à peu près, mais en tout cas, tu me parlais de qu'est-ce qui va perdurer. La nouvelle organisation va perdurer. Donc voilà, donc il va falloir qu'on s'adapte dans le temps. Ensuite, effectivement, sur la signature électronique, bon, nous on l'a aussi sur tous les actes. J'ai un tout petit peu plus loin que toi, Christophe, en rebondissant quand tu disais il y a encore du papier. Alors là, je m'adresse au CGP. Qui est voué à disparaître, à mon avis. Mais... Alors, j'espère, parce que là je m'adresse au CGP pour dire, à partir du moment où on peut tout faire en digital, c'est pour les CGP là pour moi, c'est vraiment nouveau, parce qu'on l'a vraiment testé dans la crise. C'est une vraie sécurité. C'est une sécurité pour les CGP d'avoir la garantie que l'ordre sera passé en temps et en heure. Enfin, j'ose même pas imaginer le papier qui arrivait au moment de la crise. Alors après, il y a un succès d'année qui est le scan. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scan, c'est pas le digital. Pourquoi ? Parce que le scan encombre des boîtes mail et doit derrière être traité à la main. Donc, si vous voulez, c'est pas une sécurité pour le CGP de se dire je vais quand même avoir mon ordre traité en temps et en heure. C'est pas vrai du tout. Donc voilà, donc je professe un petit peu pour l'utilisation du digital, mais c'est vrai qu'on va voir, je pense, nous aujourd'hui, on doit être autour de 50%, à peu près tous actes confondus. Je pense, voilà, dans le temps, ce qui va vraiment être structurant, c'est que grâce à la signature électronique et à tous ces frontaux digitaux, on va très certainement aller sur de plus en plus vers une digitalisation, vers une complétude de l'ensemble des actes, en termes de taux de digitalisation, vers 60-70%, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde dans cette nouvelle organisation. En termes de changement de travail, pour moi, ce sont les gros changements majeurs dans la compagnie. Stéphane, comment les CGP ont vécu cette révolution qui est devenue une évolution durable, si vous me permettez ce vilain jeu de mots? Oui, alors effectivement, elle devient durable, et cette souplesse dont on a fait preuve, finalement aujourd'hui, on l'a fait nôtre. Alors je vais parler à deux niveaux. Au niveau de notre organisation professionnelle, puisque je préside une des chambres de conseil d'investissement financier, et il y a une dizaine de salariés. Eux sont aujourd'hui adaptables. On peut passer tout en télétravail, on peut être en présentiel, parce qu'il faut voir également que le télétravail, c'est pas toujours forcément pour le moral des troupes forcément sympa. Ils aiment bien se retrouver. Donc, c'est important qu'ils aient le choix. Et aujourd'hui, on peut basculer de l'un à l'autre sans aucun problème au niveau de notre organisation professionnelle. Au niveau des CGP eux-mêmes, bon, évidemment, la démarche de télétravail est peut-être moins impactante parce que les CGP sont des petites structures, et que ces petites structures-là, la plupart du temps, je veux dire, voilà, sont des structures de proximité qui savent travailler de chez eux bien avant que l'on ait ces contraintes liées à la Covid. Je pense que ensuite, sur le maintien et le bon équilibre à trouver, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on appelait à ce qui se passait quand on parlait du e-learning à l'époque. On se dit maintenant on va plus se former en présentiel, on va tous se former en distanciel. On pensait que c'était la panacée, et on s'est rendu compte que finalement il faut les deux. Et je pense que là, ce sera pareil. Bien sûr qu'on va gagner énormément de temps, parce que le CGP, il est toujours par Mons et par Vaux. Il est chez son client, il est chez les fournisseurs, il est chez les formateurs, il est chez les éditeurs de logiciels. Donc, il est toujours à droite à gauche. C'est vrai que pouvoir lui simplifier la vie, lui faire gagner du temps avec tout ce qui a été mis à disposition, c'est quand même fantastique, je le dis clairement. Et je le dis aussi clairement, nous, la disponibilité qu'on a eue, soit les sociétés de gestion, soit les compagnies d'assurance, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Bien sûr qu'on n'avait plus notre commercial qui venait chez nous, mais je veux dire, il était toujours joignable par téléphone. Je veux dire, j'ai entendu aucun grief sur le sujet. Donc, bravo à vos équipes d'un côté comme de l'autre pour avoir su, je dirais, toujours nous donner le contact, puisque nous, finalement, on distribue vos messages, on distribue vos produits. Et c'est vrai qu'on est un relais. Et si, je dirais, le relais est manquant d'un côté, évidemment, on est en mauvaise posture. Donc, tout ça, c'est effectivement une bonne chose. J'aurais presque envie de dire que cette crise sanitaire, finalement, a été un accélérateur fantastique. On n'aurait jamais pu convaincre les CGP, on reviendra sur la signature électronique, d'aller aussi vite en matière de signature électronique. On n'aurait jamais pu convaincre nos clients de se mettre à nous parler à travers un écran.
Et aujourd'hui, on voit que je veux dire, c'est passé dans les mœurs à une vitesse fantastique, quelle que soit la tranche d'âge. Donc ça, je trouve que c'est assez bien. J'ai peut-être une dernière remarque pour mettre un petit point, mettre un petit bémol sur la signature électronique. Autant effectivement c'est un outil fantastique, autant chaque compagnie d'assurance a organisé un petit peu le jeu à sa façon. Et il y a quand même bon nombre de CGP qui ont signé des accords avec des DocuSign, des VeriSign, etc., etc. Et parce que eux aussi ont besoin de faire signer un certain nombre de documents, d'entrée en relation, de ceci ou de cela, qui ne sont pas forcément des souscriptions. Et parfois les réactions des compagnies qui ne reconnaissent que leur dispositif et pas, je dirais, des dispositifs qui sont pourtant de niveau 3 et agréés, etc. Je pense que c'est un point important et je pense que là-dessus, on aimerait bien que les compagnies puissent s'ouvrir de façon à ce qu'une signature soit une signature, un petit peu comme aujourd'hui, quand on avait un original, on ne regardait pas s'il était signé en bleu ou en noir, un original, c'est un original. Et là, je pense qu'on doit arriver à ce niveau, comment dirais-je, de dispositif où une signature électronique, d'où qu'elle vienne, à partir du moment où elle est d'un bon niveau, puisse être intégrée. Et je pense que ça accélérera également la mise en place de 100% en digital. Je me rends compte que c'est des investissements, que c'est du travail, que c'est pas évident, mais je pense que c'est un souhait, en tout cas, des CGP, qu'il y ait cette espèce de normalisation et qu'il n'y ait pas, je dirais, telle norme n'est pas reconnue, etc., etc. Voilà Stéphane, si je peux juste te répondre sur le sujet, c'est très vrai ce que tu dis, puisqu'on a tous nos dispositifs digitaux. Et effectivement, si tu veux faire un contrat, si tu veux passer des souscriptions chez Christophe ou chez nous ou chez AXA ou peu importe, à chaque fois, il faut que tu te branches sur le dispositif. Bon, donc ça, le point, on l'a bien vu, techniquement, on l'a bien compris, en termes de process et d'organisation, parce que Julien Serra-Kim l'a remonté, Alain Agofi aussi. Bon, je pense que le sujet, au-delà de l'organisationnel, c'est effectivement un sujet de place. C'est de mettre à peu près tout le monde à niveau en termes de process. Et ça, c'est un vrai sujet et c'est un peu compliqué, si tu veux. Et ensuite, on a un des points bloquants, je ne sais pas pour toi, Christophe, mais c'est encore des sujets de conformité, de juridique. C'est comment tu acceptes ce qu'on appelle la signature de tiers. C'est-à-dire de reconnaître une signature qui n'est pas passée directement dans tes systèmes. Mais tu as tout à fait raison, c'est un peu le Graal et on devrait tendre vers ça pour faciliter le travail de toute la place. Je suis d'accord. C'est rassurant, ça laisse encore des marges de progression sur les exercices à venir. Encore du boulot. Voilà, on n'est pas en peine de trouver des tâches. Côté société de gestion, Eric, cette révolution digitale, cette évolution digitale, elle a été vécue tout aussi bien que chez les assureurs ou les CGP? Alors oui, je vais être court sur cette partie conséquences de 2020 pour qu'on parle bien de 2021. Je vais à la limite boucler ce tour de table pour reprendre ce qu'a dit Christophe tout à l'heure. Je pense qu'on a tous, surtout au niveau des commerciaux, des sociétés de gestion, cette envie du contact, de la relation directe pour que la confiance s'établisse. Par contre, et je trouve ça assez intéressant et beaucoup de mes confrères me l'ont dit, vous avez eu des sociétés de gestion qui ont enfin permis de faire sortir, j'allais dire de la cuisine, j'adore la restauration comme tout le monde le sait, les cuisiniers. Et je pense que l'avantage de la technologie 2020 que nous avons tous utilisée fait que très souvent, nous sommes rentrés chez vous plus facilement avec nos équipes productrices, produits, qui se sont plus facilement expliqués, qui se sont plus facilement mis à disposition parce que il y avait moins de transport, parce qu'il y avait moins de déplacements, parce que c'était plus facile, c'était à la limite dans le monde moderne. Enfin, je suis pas très doué sur le sujet, mais avec tous les podcasts, comme on dit, on pouvait effectivement regarder ça à l'heure qu'on voulait et tout. Je pense qu'on a eu un sujet de transparence de gestion de meilleure qualité, si je peux me dire ça après 40 ans de métier, que nous l'avions par le passé, parce que souvent, les commerciaux vous racontaient des histoires, les spécialistes product ou les spécialistes product, comme on dit, venaient vous raconter des histoires, et puis vous n'aviez pas toujours accès aux gérants. Et je pense que le monde 2020 va faire que vous allez avoir de plus en plus accès aux gérants qui vont directement sur des sujets dont on va parler juste après sur 2021, être plus transparents. Je dis ça parce qu'il fut une époque, je me souviens
de m'être moi-même un peu énervé en tant que vice-président à l'époque de l'AFG, mais nous sommes à la fin des années 90, où effectivement, vous voyez les Américains, chez Fidelity, enfin on peut les citer, peu importe, mais Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton et autres, ils vous faisaient des visioconférences dans les réunions annuelles. Vous voyez les gérants qui étaient toujours, qui est à Boston, qui est à Singapour, qui je ne sais où. Et on trouvait ça dingue parce que moi j'ai entendu cette réflexion il y a 30 ans de gens qui disaient « Ah bah quand même, ils auraient pu venir, c'est quand même pas cool, on les voit pas, on les touche pas, on boit pas un coup avec eux, etc. » Bon, je dis ça en boutade, mais je pense, et je vais pas être long sur ce point-là, mais je pense que la transparence que nous avons donnée, la capacité de chacun de mes membres, et moi j'ai eu que des retours, ce qui a été dit par mes 3 amis là juste avant, c'est oui, le contact a été maintenu, le contact a été, j'allais dire, amplifié, parce que, comme le disait Stéphane, avant, on avait des contacts directs, des réunions directes, même une réunion comme aujourd'hui, on la faisait tous en physique. L'année dernière, Place Vendôme, c'était magnifique. Mais pour autant, je suis pas sûr qu'on en avait toujours le temps de la suivre, ou peut-être, pour certains, le temps d'y venir. L'avantage de ce monde moderne, encore une fois, du podcast et autres, c'est que vous allez avoir, et l'ensemble de mes membres l'ont fait, des outils à disposition permanente qui vont vous permettre, quand vous aurez envie de vous reposer des questions sur telle ou telle nature de gestion, telle ou telle nature de produit, telle ou telle nature, et on va venir sur les sujets 2020 d'allocation d'actifs, vous pourrez enfin, plus directement et plus concrètement, avoir accès, j'allais dire, à la fabrication et à l'origine de la cuisine, pour revenir à mon comparatif restaurant. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je pense que c'est une bonne année qui va faire qu'on va tous profiter de ça, et je termine bien sûr sur ce sujet du télétravail. Le télétravail, c'est une chose. Dans notre monde de la gestion pour compte de tiers, le télétravail n'a pas empêché le travail en équipe, le travail en réflexion, et on y reviendra tout à l'heure sur tous ces sujets de ESG, de haut de bilan, etc. Merci Eric. Alors, passons à une troisième partie qui est maintenant les impacts sur 2021 et au-delà, avec dans un premier temps une question sur un thème qui revient régulièrement dans nos discussions, qui est celui de la concentration et des regroupements de cabinets de CGP ou de sociétés de gestion. Est-ce que, Stéphane et Eric, vous pensez que l'année 2020 a accéléré ce phénomène, a modifié ce phénomène? On voit certains groupes importants de CGP, groupes indépendants, beaucoup communiquer sur l'accroissement de la taille critique. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce que 2020 a été un déclencheur ou pas? Alors, Vas-y. Sur le sujet, il se trouve que j'ai une activité en parallèle qui fait de la, comment dirais-je, ce qu'on appelle du M&A, donc de la transmission d'entreprise. Donc je vois effectivement des demandes qui sont fortes sur le sujet. Effectivement, il y a une demande importante d'un certain nombre de cabinets qui ont aujourd'hui une taille conséquentes qui veulent se dire tiens, je suis en PACA, je prendrais bien une antenne sur Lyon, voire sur Paris. Pas plus tard que ce matin, j'avais un confrère à qui j'ai vendu, qui est de Nantes, à qui j'ai vendu une activité qui se trouvait sur Rouen, qui me dit voilà, je suis toujours à la recherche dans le Grand Ouest, je suis toujours à la recherche de cabinets. Donc cette demande-là, elle est là, elle s'amplifie. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas croire à ce qu'on évoquait déjà il y a un certain nombre d'années en disant la profession va se concentrer. On était 4 ou 5 000 CGP et pensant qu'on n'en serait plus que 1 000 ou 2 000. En réalité, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a toujours beaucoup de professionnels et que le phénomène de concentration, à mon sens, n'a pas forcément eu lieu, même s'il y a des opérations qui se font, parce que je crois qu'il y a différentes façons d'exercer le métier de CGP. Certains l'exercent, je dirais, en solo, avec un périmètre qui leur convient. D'autres l'exercent en appartenant à un réseau pour aller chercher des produits, pour aller chercher un niveau de connaissance niveau 2 quand ils ont des questions complexes. Donc je pense qu'il y a vraiment moi c'est ce que je vois sur le terrain, il y a une diversité sur la façon d'organiser son cabinet qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que ce phénomène de concentration va se faire d'une façon accélérée. Maintenant, pour peut-être dire un petit peu le contraire, ou pour compléter ce que je viens de dire, il est clair que la réglementation est contraignante.
la connaissance de l'ensemble des produits, parce qu'on a un spectre très large de produits, est difficile à avoir tout seul. Et on ne peut pas se dire, tiens, j'ai des partenaires et c'est toujours les mêmes pour 30 ans, parce que les partenaires évoluent, les produits évoluent, donc il faut qu'on sache également évoluer dans le choix de nos partenaires. Donc il est clair que sur le long terme, certainement le regroupement sera une tendance nécessaire, mais je pense que ça n'ira pas aussi vite qu'on a pu l'imaginer dans le passé. Côté société de gestion, Eric Oui, pour ce qui concerne les sociétés de gestion, l'AMF, dans une réunion que j'ai eue récemment, me confirmait que 2020 est une année de création de sociétés de gestion. Donc, on arrive à 630, 640 sociétés de gestion agréées en France. Vous connaissez tous ma position là-dessus. J'ai été président des sociétés entrepreneuriales, dont de taille petite, moyenne, pendant longtemps. Et je reste persuadé que c'est les French boutiques, comme on disait en dehors de la Manche, enfin de l'autre côté de la Manche, c'est un point important. Je pense, comme Stéphane le dit, que l'année 2020, qui restera pas une année mauvaise, ça a été dit par Christophe, c'est pas une année boursièrement mauvaise, ça je l'ai dit, mais lui il a dit, c'est pas un problème économique, c'est un problème de santé publique. Donc je pense qu'il n'y a pas eu trop de malaise, si je puis dire, sur le résultat de certains de mes membres. Par contre, ce qu'on risque de voir, ou ce qu'on j'espère, on verra, je sais pas si le mot risque est le bon d'ailleurs, et je le souhaite moi le premier, c'est des sociétés qui vont, grâce à ces moyens modernes qu'on a évoqués dans la première partie, effectivement être soucieux de dire, voilà, moi je suis spécialisé de tel domaine, de tel type de placement, de tel type de gestion, et à ce moment-là, ils vont peut-être utiliser des moyens collectifs, faire des GIE de moyens, j'appelle ça plutôt des GIE de moyens que des rapprochements. Tout le monde n'est pas obligé d'absorber, le gros se fait pas toujours l'absorbant du petit. Pour autant, et je crois que c'est très important, nous avons demain matin une offre qui doit être plus large. Et si on veut concurrencer, j'en arrive au Brexit, mais si on veut concurrencer le monde anglo-saxon, si on veut concurrencer la fameuse gestion dite alpha-bêta, c'est-à-dire active, non-active, les ETF et tout, je pense que la gestion française est une gestion dynamique, active, et que l'ensemble de mes membres sont en train de se rendre compte qu'en gardant leur autonomie, en gardant leur nature profonde, ils peuvent collectivement travailler et faire du bon travail. Et moi, je suis en train de travailler au niveau de l'AFG là-dessus. J'ai d'ailleurs une réunion dans 2 jours, jeudi après-midi, sur les outils que les uns les autres, les gros essentiellement, pourraient mettre à disposition des petits. Les sociétés moyennes, alors c'est quoi une société moyenne? Allez-vous me demander. C'est une société qui gère, allez, on va dire, entre 7 et 12 milliards d'euros, ce qui est beaucoup. Mais en fait, en France, ça la positionne dans les 50 plus grosses sociétés. Il n'y a en France moins de 10 sociétés qui gèrent plus de 100 milliards. Il faut quand même avoir ces chiffres. Je rappelle que BlackRock gère 6 300 milliards, donc, ou 7 000 milliards, même à l'heure où on parle. Donc on est dans une situation où, bien sûr, il y a Amundi à 1600, mais il faut qu'on travaille collectivement. Donc c'est plus le travail collectif qui va faire qu'on va travailler tous ensemble en gardant notre particularité, plutôt que le rapprochement systématique, à mon avis, dans les mois ou dans les années à venir. Merci Eric. Alors, autre impact sur 2021, le client lui-même. On a beaucoup entendu les médias nous relater que les clients étaient en recherche de sécurisation à la fois sanitaire, financière. Alors j'ai une question très provocatrice pour nos amis assureurs. Le 100% euro redevient-il d'actualité ? Et sinon, est-ce que les politiques de référencement vont s'assouplir pour être plus à l'écoute des sociétés de gestion, des CGP Donc Christophe ? Alors, me poser la question, le 100% euro redevient-il d'actualité? Ça n'a jamais été d'actualité chez Swiss Life. Donc, ça ne le redevient pas. Et ça ne le deviendra jamais. Non, mais, blague à part, pourquoi je dis ça? Parce que le bon conseil donné à un client, ça n'est pas forcément d'investir que sur de l'euro. Je crois que les taux actuels, on ne les connaît pas encore. Ils commencent à se dessiner pour l'année 2020. Oui, c'est ça. Ils vont tourner peu ou prou au taux de l'année dernière, voire un chouïa moins.
D'accord ? Donc, c'est pas sur le fonds en euros qu'on va rechercher de la performance. Aujourd'hui, lorsque vous conseillez un client qui est en recherche de performance, il faut qu'il accepte, évidemment en fonction de son profil, de prendre des risques. Sinon, niet. Moi, je pense que le fonds en euros qui donnait encore, moi, quand je suis arrivé dans ce métier, c'était il y a une vingtaine d'années, on était encore à des taux à 7-8%, enfin, des trucs aberrants. Bon, il n'y avait pas le même taux d'inflation, mais bref, c'était des taux complètement aberrants. Mais, je veux dire, on pouvait se satisfaire d'un taux comme cela. Aujourd'hui, non. Et le fonds en euros aujourd'hui est plus devenu une épargne de précaution à l'intérieur d'un contrat d'assurance, pour les banquiers essentiellement, mais le livret A, franchement, ça sert à rien. Il faut aller sur un contrat d'assurance et son épargne de précaution qu'on avait l'habitude de mettre sur, il y a d'autres produits d'ailleurs, hein, mais sur ce produit-là, mettez-le sur du fonds en euros, mais à l'intérieur de votre contrat et ça suffira amplement. Surtout que votre contrat d'assurance, je veux dire, vous pouvez faire des rachats du jour au lendemain, sans pénalité, sans rien. Enfin, je dis ça, tout le monde sait cela. Donc, non, je veux dire, le bon conseil en full euro, pour moi, c'est un mauvais conseil, justement. Du coup, Pascal, est-ce que les politiques de référencement vont être plus souples, plus à l'écoute des attentes des clients et des CGP ? Ouais. Alors, déjà, effectivement, moi, je souscris complètement à ce qu'a dit Christophe. Et je parle même pas en tant qu'assureur, mais je me mets à la place des clients. Aujourd'hui, le client ne va plus vers le fonds euro. Et d'ailleurs, dans la crise, les sorties qu'on voyait, les sorties, pas nombreuses d'ailleurs, parce que les clients ont effectivement bien tenu le coup, les sorties se faisaient plus sur le fonds euro que sur les UC. Voilà, donc on voyait bien vers quoi allait l'appétence. Moi, pour répondre de manière un peu provocative à ta question provocante, je trouve que dans notre métier, finalement, cette crise a eu quelque chose de bon parce que elle a remis effectivement en perspective le long terme. Hein. L'assurance vie, c'est pas pour faire un coup de spiel. Donc je pense que c'est ça qu'on doit dire à nos clients, que les CGP doivent dire à leurs clients. Monsieur le client, tu viens ouvrir un contrat d'assurance vie. C'est du long terme, tu as du long terme devant toi, donc c'est là où on peut faire de l'allocation d'actifs et c'est là où la gestion, comme disait Eric, va retrouver toutes ses lettres de noblesse et où un mix bien fait sur le long terme va délivrer une certaine sécurité, si on peut dire les choses comme ça, et en tout cas de l'alpha. Voilà. Donc le fonds euro, c'est pas l'alpha, et on le sait depuis longtemps, c'est pas l'alpha, ce n'est plus en tout cas pour certains l'alpha et l'oméga de l'investissement. C'est une classe d'actifs parmi d'autres qui doit avoir sa place d'une manière congrue dans une allocation d'actifs, mais vraiment sur le long terme, il faut diversifier. C'est comme ça que c'est une épargne de précaution. C'est une épargne de précaution. Voilà. Alors pour répondre à ta question, effectivement, je pense qu'on est tous collectivement, on a tous des univers qui sont maintenant très très élargis et on pousse ces univers. On va aller chercher effectivement de l'infrastructure, on va aller chercher. Voilà, non, vas-y, je te termine. C'est ce que globalement on est en train de faire, mais là aussi effectivement, faut faire attention, il faut le faire avec discernement, et il faut pas se jeter sur des sujets qui peuvent être sur des sujets à la mode. Pardon, pour compléter. Pardon, Christophe. Non, vas-y. Pour compléter ce que disent nos deux amis assureurs, moi je peux vous dire, et je voulais remercier le monde des CGP. On a dit que vous aviez été à des moments difficiles capables d'éduquer. C'est mon grand sujet, comme vous le savez, d'éduquer les investisseurs, mais surtout, je peux vous assurer que dans les chiffres que j'ai déjà, tu posais des questions sur les chiffres tout à l'heure Didier, dans les chiffres que j'ai déjà, il y a une réallocation d'actifs long terme, comme vient de le dire Pascal, qui a été grâce à vous stimulante. C'est-à-dire que beaucoup des acteurs des sociétés de gestion ont réussi à voir des gens venir. Alors il y a beaucoup de surépargne, on est à 120 milliards, on annonce 200 milliards, bon c'est un autre sujet, mais tout ce qui a été réalloué en 2020 a plutôt été sur de la tendance longue et sur de l'investissement long terme. Et ça c'est grâce à vous
vous, j'insiste toujours sur votre rôle de conseil, de rassureur, si je puis, mais non pas d'assureur, mais de rassureur, sur le fait qu'effectivement, vous pouvez dire à vos clients qu'aujourd'hui, faire du livret A 0,50, faire effectivement du fonds en euros, allez, on va lâcher les chiffres entre 1 et 1,70, je laisserai chacun trouver la bonne case, et pour le reste, effectivement, avoir un bout d'exposé, je n'aime pas le mot risque, je me suis d'ailleurs entretenu avec les assureurs pas plus tard qu'hier sur ce sujet, je veux du long terme, et je veux, quand je dis je veux, au profit de votre clientèle que vous savez contrôler, manager et entraîner vers cette gestion tendance longue qui sera, à mon avis, grâce à un rebond et une relance de la crise, très, très productive pour les portefeuilles des clients. Ouais. Non, je voulais ajouter quelque chose. Ce qui était très intéressant aussi, c'est que les clients donc n'ont pas arbitré, comme je le disais tout à l'heure, des UC vers de l'euro, mais ils nous demandaient justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des classes d'actifs que je maîtrise moins, que je connais moins, sur lesquelles je pourrais investir. Évidemment, voilà, il y a les produits structurés, il y a les mandats, il y a l'ESG, il y a la loi Pacte nous autorise à faire d'autres petites choses aujourd'hui. Et voilà, ils nous interrogent sur, encore une fois, des investissements long terme qu'ils ne maîtrisent pas. Et voilà, ils voulaient savoir sur quelle classe ils pouvaient aller. C'est ça qui était assez édifiant, je trouve, pendant cette période. Stéphane, j'ai envie de dire, bien sûr, que sur ce sujet-là, comment dirais-je, le fonds euro, c'est un petit peu la facilité. C'est-à-dire que le fonds euro, effectivement, je suis pour s'il me rapporte 5% aujourd'hui. mais effectivement, il ne rapportera pas 5% et on le comprend, c'est logique. Donc, avec les taux bas actuels, je veux dire, ça oblige le CGP, comment dirais-je, à se former, à s'informer et à faire œuvre de pédagogie pour que on dise pas je vous ai vendu un contrat d'assurance vie, je vous ouvre une enveloppe dans laquelle on va travailler sur une allocation. Et cette allocation-là, je veux dire, en fonction de votre profil, et c'est peut-être aussi tout le bienfait de la réglementation, c'est qu'effectivement, il y a ce travail à faire, de la connaissance du client, de savoir quelle est son appétence au risque, et en fonction de ça, lui dire, voilà, je vous pose un tas de questions, ça peut vous paraître bizarre, mais finalement, c'est pour trouver une allocation qui vous corresponde. Et en expliquant tout ça, effectivement, on démystifie un petit peu toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses, toutes ces craintes. On démystifie aussi le fait que certains clients, même parfois les chefs d'entreprise qui ne sont jamais intéressés à la bourse, mais qui d'un seul coup vendent leur entreprise et veulent placer quelques sommes d'argent, se disent « Bon, je vais gagner combien ça ? Qu'est-ce qui est garanti ? C'est au moins du 5% par an. » Ça, c'est vraiment... Et on leur explique que c'est pas si facile que ça de prendre du 5%, que si jamais on veut faire de la performance, il faut prendre des risques et qu'on en revient à ces fondamentaux, ce ratio rendement-risque, jusqu'où ils sont prêts à prendre des risques pour avoir la performance qu'ils attendent. Et ce travail-là, il est essentiel, il est important. Et je crois que là encore, ça a été un facteur accélérant parce que les clients qui disaient non, moi je veux pas de risque et qui effectivement se disent ça m'a pas rapporté beaucoup, oui, c'est normal, vous vouliez pas beaucoup de risques. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut changer l'allocation. On peut changer l'allocation. Et effectivement, comme disait Christophe, moi j'ai vu des clients qui nous disaient c'est vrai qu'on est dans un moment, là, on voit bien qu'on a eu l'effondrement au mois de mars, on est remonté, donc on s'est rassuré par rapport à cet effondrement, puisqu'on est très très vite remonté, même si on n'est pas remonté au même niveau, mais on sent qu'il se passe quelque chose, que la bourse oscille, qu'on doit revenir à un moment vers des meilleures performances, on voit ce que fait le marché américain, etc. etc. Et certains de me dire, mais au fait... J'étais 70-30, est-ce que ça vaudrait pas la peine? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour faire peut-être un 50-50, un 50-60 pour faire en sorte que je booste un petit peu plus mon épargne sans forcément rentrer dans des démarches dynamiques? Mais voilà, donc l'éducation se fait et je pense que tout ça nous apporte des échanges, encore une fois, constructifs avec les clients pour nous avancer, les faire avancer. Et grâce à, évidemment, à nos amis sociétés de gestion qui nous informent sur toutes les tendances qui peuvent exister sur tous ces produits. Merci Stéphane. Alors, le maître de l'horloge nous rappelle à l'ordre. Nous arrivons au terme de cette table ronde. En guise de conclusion, je vous propose d'ouvrir la boule de cristal et de voir comment aujourd'hui se projeter. On a vu le gouvernement ouvrir les vannes monétaires de manière forte. On a des investisseurs qui sont peut-être
inquiets de la menace fiscale que cela peut entraîner. On parle de 200 milliards à la fin de l'année qui devraient être dormants en termes d'épargne accumulée sur ces 2 années. Comment redonner confiance aux investisseurs, chacun à notre niveau, société de gestion, assureurs, CGP. Et puis, pour nos amis assureurs, est-ce que la prévoyance ne devient pas, le patrimoine humain ne devient pas un sujet primordial dans la gestion de patrimoine ? Juste sur la question de la boule de cristal, je souhaite qu'une chose, et je compte beaucoup sur les réseaux distributeurs, qu'ils soient internes ou bien entendu tout le monde des CGP que vous représentez, pour faire que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout type de place d'épargnants, toute taille d'épargnants, et effectivement une partie de ce qui va être forcément un rebond, une relance. La nature humaine fait qu'on se ressortira de ces crises, que je ne sais combien de temps ça va durer, qu'on va être masqué, mais quoi qu'il en soit, et je pense que c'est essentiel, ça vient d'être dit par Stéphane, les acteurs des sociétés de gestion ont des idées, ils ont aussi, et ça a été dit par tout le monde, compris que vous avez réussi à faire que les épargnants soient une vision long terme. Arrêtez de vous angoisser de la volatilité, comme on dit dans notre jargon. Alors, visiblement, sur le Bitcoin, ça fait plus 20, moins 20, tout le monde s'en fout. Bon, on verra bien le résultat des courses à la sortie. Mais sur l'ensemble des marchés, je pense qu'il faut qu'on ait cette action collective de rassurer les gens sur le fait que nous ne sommes pas dans une crise fondamentale, même si, bien sûr, que certains métiers sont plus touchés que d'autres, mais nous ne sommes pas dans une crise fondamentale de crise économique. Et l'autre point par rapport à ta question, Didier, c'est que je pense que les dettes d'État qui ont fortement explosé, 130% du PNB pour ce qui concerne la France, 2300 milliards, etc., on est sur des dettes mondiales que tout le monde a réinjecté, la France peut-être autant que les autres. Le fait que l'Europe ait enfin trouvé une unité sur ses dettes collectives fait que je ne suis pas inquiet sur une retaxation ou une amputation des patrimoines de chacun au profit d'un allègement des dettes d'État. Je pense que là-dessus, alors bon, je ne suis ni ministre ni président de la République, mais pour autant, je pense que ceux qui nous gouvernent ont bien compris que s'ils voulaient faire que leur clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, mais les gens qui le gouvernent ont besoin de la confiance, il ne faut pas, quelles que soient les échéances électorales qui vont arriver, il ne faut pas la tromper. Donc moi, je pense que vous avez, à continuer à convaincre sur le long terme qu'il faut faire du fonds propre, il ne faut pas faire que de la dette. On ne va pas rentrer dans les détails techniques qui font que les fonds en euros sont à 1,50, là où les produits actions peuvent faire du 15%. Mais on est dans une situation où pousser les gens à faire de l'allocation de haut de bilan, comme on dit, c'est-à-dire de dette longue, quand je dis dette, ce n'est pas le mot, de prêts aux entreprises pour permettre le redémarrage et de profiter de ce rebond. Merci Eric. Stéphane ? Oui, je pense qu'il y a deux logiques. Il y a la logique économique et il y a la logique marché. La logique économique nous rendrait volontiers pessimistes en se disant, effectivement, la fiscalité va s'alourdir, les dettes sont énormes, les entreprises, à force de rester fermées, vont tomber, il va y avoir du chômage, etc., etc. Donc on peut voir, je dirais, tous ces éléments négatifs. Et puis, de l'autre côté, je pense que sur le plateau de la balance, il ne faut pas oublier tout ce que les gouvernants de l'ensemble des pays de la planète, tout ce que les banques centrales de l'ensemble de la planète ont mis sur la table. Donc effectivement, d'un côté, on pourrait être catastrophiste, et puis de l'autre côté, on voit bien qu'il y a des montagnes d'argent qui ont été mises sur la table pour faire en sorte de servir d'amortisseur. Donc, soit effectivement, je dis à mon client, écoutez, c'est demain, c'est Armageddon, donc sortez de là, et puis dans 1 an, dans 2 ans, il va venir me revoir et me dire, mais je comprends pas, mon voisin, il a fait la performance et moi, je fais rien. Donc, il faut aussi saisir les marchés, c'est-à-dire que les marchés, ils ont leur propre dynamique liée à tout ce qu'on entend, encore une fois, l'action des États, les banques centrales, les relations internationales, et il faut jouer aussi les marchés. Peut-être qu'on va avoir effectivement des trous d'air, mais là encore une fois, quand on regarde aujourd'hui sur presque un siècle, on s'aperçoit que les crises les plus difficiles ont été traversées et qu'in fine, à partir du moment où on n'a pas immédiatement besoin de son argent, si on est vraiment sur de l'épargne longue, ça reste un placement le plus performant. Je crois que c'est l'AMF qui le disait. Donc voilà, je crois que la confiance est essentielle. Et puis la confiance, c'est également le fait de drainer
l'épargne vers les marchés, et c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux, parce que 200 milliards aujourd'hui de porteurs, de petits porteurs qui ont mis ça sur des livrets A, c'est un non-sens. Et je pense que ces gens-là ne sont pas des clients de CGP, je pense que les clients de CGP sont sur les marchés. Il faut que ces gens-là comprennent qu'ils ont des acteurs autour d'eux, des professionnels dont c'est le métier, qui les conseillent, qui les accompagnent, vers lesquels ils peuvent aller, parce que ces 200 milliards-là, ils seraient certainement mieux employés et pour l'économie et pour le portefeuille de chacun de ces épargnants. Merci Stéphane. Pascal? Je crois que Stéphane et Eric ont à peu près tout dit pour ce qui concerne la macro, en tout cas les visions politiques. Mais il y a un chiffre que j'aimerais partager avec vous. Comme vous savez, Cardiff fait tous les ans un baromètre des CGP. Stéphane l'aime bien d'ailleurs, oui, ce très bonne facture. Et ça nous permet vraiment de prendre un peu la température du marché. Et ce qu'on fait, on sonde aussi les clients et la manière dont les clients voient les CGP. Et cette année, ça tombait bien. Oui, on l'a fait au mois de mai, juin pour publication en septembre. Donc c'était juste après l'apex de la crise. Et vraiment, les chiffres sont extraordinaires pour les CGP. C'est-à-dire que 89% des clients sont vraiment satisfaits de la manière dont les CGP ont accompagné les clients pendant la crise, de la manière dont ils les ont sécurisés. Comme Stéphane disait, en gardant le lien en permanence pour les rassurer. Et ça veut dire que globalement, la profession a vraiment de beaux jours devant elle. Et j'oserais presque dire un boulevard, mais en tout cas, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de la clientèle patrimoniale, je pense que les CGP ont vraiment quelque chose à jouer face aux banques. Donc ça, c'est la première des choses, si on doit un peu tracer une perspective d'avenir. Et puis effectivement, on a beaucoup parlé d'épargne, on a regardé le sujet sous ce prisme-là pour répondre plus précisément à ta question. Est-ce qu'il faut faire de la prévoyance ? Oui, on ne peut pas faire que de l'épargne parce que travailler avec un client, c'est le traiter, j'allais dire entre guillemets, dans toutes ses composantes, et pas uniquement traiter la composante patrimoniale, mais traiter la composante chef d'entreprise, la composante risque. Et quand on regarde les chiffres, les TNS sont dans leur grande majorité peu ou pas couverts. Voilà. Donc là, je pense que c'est aussi la responsabilité des assureurs vis-à-vis de nos amis CGP distributeurs, de leur fournir une offre qui leur permettra de compléter au-delà de l'épargne, de compléter la manière dont on peut accompagner le client. Et effectivement, nous, au Cardiff, comme d'autres, d'ailleurs, on est sur ces sujets de prévoyance. On a une offre qui va sortir, une offre renouvelée pour justement aller sur ce marché-là, qui va sortir dans les semaines qui viennent. Voilà. Permet de déflorer 2021 sur ce sujet. Merci Pascal. Christophe, pour terminer. Oui, alors quand on arrive en dernier, surtout dans une conclusion, on paraphrase vraiment. Mais j'adhère à tout ce qui vient d'être dit. En tout cas, que les gouvernants t'entendent, Eric, sur ils vont pas aller dans notre poche pour rembourser tout cela. Moi, j'ai un petit doute quand même, mais bon, on verra comment ça se passe. Mais il va bien falloir la payer cette dette à un moment. Je sais pas comment, mais bon. Mais voilà, non, pour les CGP, il y a une phrase importante que tu as dit, Pascal, c'est ils ont un boulevard. Si, ils ont un boulevard. Parce que rien ne remplacera la proximité que vous avez, vous, les CGP, avec vos clients. Au contraire d'autres, je dirais, intermédiaires, sans les citer, mais vous les devinerez. Et je crois que là, cette crise, on le dit à chaque crise, malheureusement, et je trouve que ce boulevard, vous le prenez pas assez. Et il faudrait vraiment que là, vous y alliez à fond, parce que c'est une crise qui dure. Au contraire d'autres crises financières qui ont duré que quelques jours, quelques semaines. Mais là, ça dure. Et je pense que vis-à-vis de vos clients, vous avez toute la légitimité pour les accompagner grâce à la proximité que vous avez avec eux. Et ça passe, pour répondre à une partie de la question, en effet, aussi par les sujets de prévoyance. Je pense qu'on le voit notamment en cette période où évidemment il y a pas mal d'activités qui sont en berne.
externes. Vous avez des clients qui sont généralement des professions indépendantes, des chefs d'entreprise, des TNS, on va dire, qui ont eu une perte de revenus. Je pense que c'est une partie des sujets de prévoyance, mais je pense que voilà, votre clientèle, elle a autant des besoins professionnels que des besoins privés, et que un conseil patrimonial, il se regarde dans son ensemble, et que donc ça fait vraiment partie intégrante de votre conseil. Ça, j'en reste persuadé. Merci à nos intervenants pour la qualité de ces échanges et pour nous avoir donné des clés de confiance, de rassurance et d'accompagnement pour nos clients. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et de nous apporter aussi vos remarques au travers de nos amis d'Actualis. Et merci à Actualis pour avoir organisé ces beaux défis du patrimoine. Merci. Merci.